les amis, je suis très heureux de vous accueillir sur cette plage absolument paradisiaque. Je suis arrivé il y a quelques heures à Tahiti et la première sensation que j'ai eue en débarquant de l'avion, c'est cette sensation d'avoir changé de monde, d'avoir quitté Paris 21 heures plus tôt et de débarquer dans ces petites îles perdues au milieu de l'océan. Alors la Polynésie, dans mon imaginaire, c'est une nature luxuriante et vraiment unique au monde. Eh bien, je vais aller l'explorer sur terre, en mer et même dans les airs. Et puis à chaque fois, je vais le faire en allant rencontrer les gens d'ici, les Polynésiens, ce peuple qui est connu dans le monde entier pour avoir un cœur encore plus grand que le Pacifique. Alors parez pour l'aventure les amis, c'est parti! C'est une destination qui nous fait tous rêver. Mais je sens qu'avec toi, on va pas s'ennuyer aussi. C'est bien ce que je me dis. La Polynésie, c'est avant tout une culture très vivante. La pirogue, c'est viscéral. Ça fait partie de l'identité de notre peuple. C'est vraiment un honneur d'avoir la possibilité de refaire les voyages, de renaviguer dans le sillon de nos ancêtres. Waouh, la vue! Franchement, c'est le seul endroit où j'ai pas besoin de penser à autre chose. Et gourmande. C'est hallucinamment bon. Et tu sais que dans les îles, il y en a qui enlèvent la bourre de coco avec les dents. Loin des clichés, de Tahiti jusqu'aux Marquises. Le but, c'est que les gens rentrent chez eux heureux d'avoir passé la journée ou même le week-end. Et du coup, nous, ça nous comble de joie aussi, puisque c'est le but un peu des pensions de famille. Et en toute simplicité. Il y a moins d'habitations, il n'y a pas de route, les gens ils vivent qu'avec leur bateau, c'est leur scooter ou leur voiture. Ismaël Khelifa en pleine immersion. Et la baleine à bosse, c'est vraiment l'espèce emblématique. C'est la seule qui vient d'ici de façon saisonnière et qui se rapproche autant de nos côtes. Au cœur de l'océan Pacifique. Chopo, c'est vraiment une vague qui est parfaite de 1 mètre jusqu'à 10 mètres. Connaître l'océan, comment observer le vent, les nuages, le soleil, regarder où sont les dangers. Donc tout ça, c'est un apprentissage de la vie, en fait, finalement. Bienvenue en Polynésie. C'est agréable d'écouter les bruits de la nature. Hein. Le silence, ça fait partie du parapentiste, d'écouter le silence. Ça permet de comprendre l'invisible. Moi, je suis vraiment content, Pierre, en tout cas, de commencer mon voyage à Tahiti par le côté montagne. Parce que tu vois, dans mon imagination, c'est plus les lagons, l'océan, et c'est très beau, mais je trouve que cette partie forêt est aussi puissante que ce que j'ai vu en mer en arrivant en avion. Ah oui, la sensation que tu peux avoir en montagne, elle se mérite. Et la montagne tahitienne, avec toute cette végétation luxuriante, te permet de découvrir une autre dimension de ce que c'est que la nature. Je m'en veux un peu de te laisser porter le parapente quand même. Hein. Ah, 25 kilos, c'est pas rien. Hein. Ah ouais, c'est clair. Celui-là, qu'est-ce que tu as pris avec toi? Ouais, moi, c'est un mini parapente, c'est un parapente pour enfants. Tu espérais voler avec? Et qu'est-ce que tu cherches, toi, en faisant du parapente au-dessus de ces îles de Polynésie où tu es né? Quand j'étais encore au collège, dans mes temps libres, j'allais au bord de l'eau et j'admirais ces oiseaux qui surfaient la vague aérienne. C'est la vague, quand elle se lève, elle pousse de l'air vers le haut et je voyais ces frégates surfer dessus et j'étais en admiration de voir cette maîtrise, cette glisse, cette liberté. Ça m'a donné envie de vouloir voler comme eux, de les imiter. Voilà, donc tu vas mettre ton harnais en le passant comme un sac à dos. Voilà. Tu vas avoir 2 sangles entre les jambes qui pendent, tu les prends et tu accroches de chaque côté. Voilà, ici on a l'altitude de 850 mètres, hein, avec Tavéré, donc la commune de Punavia. C'est l'un des plus beaux décollages de Tahiti pour faire du vol biplace de manière régulière. Quoi. Ah, j'ai le cœur qui bat là. J'ai un peu peur, tu vois, de me lancer, parce que c'est pas mon truc, vraiment le parapente, tu vois, mais en même temps, en tout cas, je suis surexcité, c'est trop beau. Si tu cours pas, je vais te pousser. Hein. D'accord, ok. Je vois que j'ai pas le choix. Bon, j'ai hyper envie d'y aller là. Je m'équipe, je prépare tout ça et après je te dis on y va. Hein. Ok. Vas-y, cours. Allez, avance. Allez, cours maintenant, cours. Allez. Oh, c'est le bonheur. On y est.
Ah, merci Pierre. Ah, j'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Ah, la Valella Punaru, avec le plateau de Tamano sur notre gauche. Regarde au loin, on voit les pointes du diadème aussi. Oh, que c'est beau. Vois là-bas. C'est fabuleux. C'est Jurassic Park, quoi. C'est ça, ben, c'est une montagne, c'est un volcan à l'origine, à Tahiti, qui culminait à 3000 mètres d'altitude. Et avec l'érosion, donc ça a formé toutes ces grandes vallées. Et c'est vrai qu'on voit plutôt le côté mer. C'est normal parce que les navigateurs sont arrivés par l'eau et ne sont pas rentrés à l'intérieur parce qu'il fallait déjà découvrir le littoral. Et donc ces images idylliques de plages de sable blanc avec des belles vahinées a quelque part empêché la découverte de ce beau paysage que l'on a en montagne. Oh là là, et la vue sur le lagon, là. Ouais, ben là, c'est clair qu'on va y aller sur le lagon. Ce dégradé de bleu. Et c'est la ceinture de corail, alors, qu'on voit tout autour de l'île, là-bas. La limite entre les eaux bleu clair et les eaux bleu foncé. Oui, c'est un corail donc, qui fait tout le tour de Tahiti et qui permet de protéger la côte des attaques du large. Tu sais, on rêve tous de venir ici, alors quand une fois dans ta vie, tu peux y goûter, c'est génial et tu ressens à quel point c'est précieux aussi. Mais cette palette de couleurs là, c'est... Ouais, bleu turquoise. Ah ouais, ça me subjugue, c'est... Je comprends pourquoi on dit que c'est le paradis, Tahiti. Connu dans le monde entier pour son lagon turquoise et ses hôtels sur pilotis, Bora Bora est depuis des décennies la destination phare du tourisme de luxe polynésien, notamment auprès des jeunes mariés en lune de miel. Vous êtes venus ensemble ici aujourd'hui pour s'unir par les liens sacrés du mariage dans la tradition polynésienne. C'est beau, hein? Magnifique. Bora Bora compte parmi les destinations les plus chères au monde. Mais cela ne signifie pas pour autant que des vacances en Polynésie sont un rêve réservé à quelques privilégiés. Alors, nous arrivons à la pension, voilà. Et donc on est au Whenua-Chere, la pension Rewateahupo, qui vous accueille. Voilà, et ma femme qui est sur le ponton. La grande tendance du moment en Polynésie, ce sont les pensions de famille, beaucoup moins chères que les hôtels de luxe et souvent tout aussi dépaysantes. C'est un terrain que nous avons acheté avec ma femme en 2006. Bon, il n'y avait rien, c'était un terrain dans la brousse. Et petit à petit, on a décidé d'aménager et faire une petite pension de famille, tout simplement. Voilà. Au sud de l'île de Tahiti, et seulement accessible en bateau, la pension de famille de Marc offre aux touristes la possibilité de séjourner au cœur d'une nature luxuriante et généreuse. Les belles goyaves. Voilà, c'est un fruit qui est plein de vitamines. En plus, il n'est pas piqué parce qu'ici, il n'y a pas de mouche des fruits, il n'y a pas de... On est tellement loin de toute civilisation, pratiquement, que tout est bio, tout est naturel. Voilà. Et le coq, là. Ah, voilà nos jeunes mariés. Ils se sont mariés hier. Ils sont venus en robe de mariée hier après-midi. Hier, c'était magnifique. Ouais, ça fait plaisir d'être ici. C'est vraiment beau, hein. Il y a un cadre magnifique. Pas besoin d'aller jusqu'à Bora Bora pour célébrer son mariage dans un cadre idyllique. Ce jeune couple de Tahitiens n'a eu à faire que quelques kilomètres pour planter le décor de leur lune de miel. Alors, si on est venu là, c'est surtout parce qu'on est au calme, on est en pleine nature, on peut se reposer, on peut profiter du soleil, de la mer, c'est agréable. Ben, moi, je suis au paradis tous les jours ici. Pour 100 € par jour en moyenne, les pensions de famille sont une alternative très économique par rapport aux hôtels de luxe. Chez Marc, les repas traditionnels polynésiens, mais aussi les départs en randonnée et les excursions d'observation des baleines sont comprises dans le prix. C'est pas beau tout ça. Oh là là, c'est magnifique. Le but, c'est que les gens rentrent chez eux heureux d'avoir passé la journée ou même le week-end. Et du coup, ben, nous, ça nous comble de joie aussi, puisque c'est le but un peu
on va dire, des pensions de famille. S'offrir un voyage de rêve en Polynésie peut même coûter encore moins cher, à condition de renoncer à un certain confort et ne pas rechigner à payer un peu de sa personne. Cédric a 18 ans. Son bac en poche, il a décidé de prendre son sac à dos pour partir découvrir le vaste monde. Bon, voilà, c'est ma petite tente en Polynésie. Je voulais partir un peu à l'aventure. J'ai trouvé ce woofing en plein milieu de l'océan Pacifique à Wapau. Allez hop, on va nourrir les chèvres. Cédric pratique le woofing. En échange du gîte et du couvert, il prête main forte à Rasta dans sa ferme biologique. Salut Cédric. Salut Rasta, ça va? T'as bien dormi? Ça va très bien et toi? Ouais, tranquille. Là, il y a le petit qui a faim. C'est bon. Ah ben voilà. Voilà, ben Cédric, c'est super. Travail d'équipe. Regarde un peu ça. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mon quotidien, c'est lever 5h, 5h15. Ensuite, on va donner à manger aux poules, aux chiens, aux chats. Et ensuite, on va arroser le faapou, le potager. Et ensuite, on prépare le petit déjeuner où on aide à préparer les commandes pour les clients avec les légumes. Bon, alors Cédric, on va faire un peu de lait de coco pour le poisson cru. Pour ce midi? Voilà, pour ce midi. Allez. Alors, il a bien bu? T'as vu, ouais, 3/4. Il doit avoir vachement faim. Pendant 2 mois, Cédric va ainsi découvrir le quotidien à la mode polynésienne. Des fibres dans le lait. Ok. C'est bon. Ça mélange de l'eau de coco et de la râpe qui donne le lait de coco. J'en ai goûté une fois et j'ai voulu apprendre comment faire. Rasta m'a montré comment faire le lait de coco. Il apprend très vite et puis donc c'est un bon rencontre et un partage entre Cédric et moi, quoi. Il est excellent. Fort heureusement, Cédric dispose tout de même de temps libre pour découvrir l'île et la culture polynésienne. Pendant 2 mois, il va ainsi vivre son rêve polynésien, avec pour seule dépense le prix d'un billet d'avion. Yaorana! Yaorana! Salut Natea! Salut, ça va? Eh ben écoute, ça va super, j'ai presque l'impression d'être en Polynésie là avec ce lagon et les cocotiers. Magnifique couleur, hein? Ouais. Et moi je suis venu te voir parce que tu es championne de Va'a, la pirogue polynésienne, et je pouvais pas passer à côté de ça dans mon voyage. Ben, en plus ici c'est une histoire de famille. On pourra faire un tour, mais d'abord on va aller découvrir la presqu'île et surtout je t'emmène à ta poisson de famille. Ok, allez c'est je parti. suis. Yaorana. Bonjour. Allez-y. Ok. Donc c'est plus sauvage que le reste de Tahiti alors la presqu'île? Ah, le Whenua Echiri, c'est magnifique. Tu verras, viens. On va aller en bateau et ça nous prend à peu près 15 minutes, je pense. T'as vu là, tu commences déjà à te dire qu'on va dans une zone assez mystérieuse, plus que la ville quand même. Il y a moins d'habitations, il n'y a pas de route, les gens ils vivent qu'avec leur bateau, c'est leur scooter ou leur voiture. Et toi, tu as grandi sur cette partie de Tahiti alors? Tu as toujours vécu ici? J'ai toujours vécu à Tahiti. Après, c'est vrai que je me suis déplacé vers Tahiti Nui pour 5 ans pour les études ou bon, profiter un peu plus de la vie, mais à un certain âge, le côté urbain me plaisait, mais après, non. Ouais, puis c'est vrai que tu as l'air vraiment vieille en plus. Hein. Je pense que je comprends. À la retraite, de venir retrouver la nature. Voilà, je vais faire ma retraite ici, du coup. Non, pas du tout, mais tu vas le ressentir par toi-même. Plus on va s'approcher, plus tu vas ressentir les choses et le feeling qui est de ce côté-là, on appelle ça le mana, je le trouve un peu plus fort que, par exemple, à Verao, là où j'habite.
C'est quoi le mana? Le mana, c'est un mot tahitien qui regroupe à peu près tout. En fait, on utilise le mana, que ce soit pour la pirogue. Pour nous, c'est l'énergie de la terre, l'énergie de l'océan, l'énergie de notre île. C'est le mana. Et ben là, tu vois, je ressens le mana, je crois. Ah, ben tant mieux. Parce que là, je suis bien. Ah, ben tant mieux. C'est l'objectif, en tout cas. C'est fabuleux. Yorana! Yorana! Haremaiteo, bonjour! Maruru! Bienvenue! Yorana! Yorana! Ah, super! Haremaiteo, Yorana. bonjour! Merci, Maruru. Welcome! La petite couronne. Alors, c'est le Haut-Hiver. Chez nous, le Haut-Hiver, ça a une grande signification. On vous bénit pour votre arrivée. Eh ben, merci beaucoup. Et dis-moi, la pension Bonjouir, pourquoi ce nom? Parce que c'est prometteur, hein, je te C'est cache pas, mais prometteur, qu'est-ce oui, qu'il y a en menu, hein? c'est un monde, hein, c'est un monde. Pension Bonjour, ça vient de la grand-mère de mon mari, qui avait du sang tahitien et du sang canadien, et elle allait souvent au Canada, et il me semble qu'à la péninsule d'Acadie, on parle encore l'ancien français, et ils disent bonjouir, et elle disait toujours bonjouir. Et la première fois qu'elle est venue ici, elle avait 85 ans, quand elle est arrivée, elle a dit « mais c'est bonjouir ici ». Tu vois, là, tu es sur le ponton, tu sens déjà le mana, déjà. Mais je sens qu'avec toi, on va pas s'ennuyer aussi. Ah non, on s'ennuie jamais avec moi. Ouais, c'est bien ce que je me dis. J'aime bien raconter des bêtises. Et puis tu vois, là, il y a la baignoire. Ah, super! Baignoire sur l'eau. Alors, comme tu vois, on a mis des meirées dans l'eau. Ces meirées, c'est des fougères typiques presqu'île et c'est très relaxant. Et ce qu'il y a de bien avec cette baignoire, tu t'installes les pieds en éventail et tu admires les montagnes majestueuses de la presqu'île. Et cette presqu'île, pour toi, Annick, c'est un endroit un peu spécial par rapport à l'île de Tahiti? Ah oui, la presqu'île, pour moi, c'est le trésor de Tahiti. D'ailleurs, Hinatea, qui fait partie de la presqu'île, pense exactement pareil. Et on veut protéger ce coin de l'île pour ne pas qu'il y ait de route, de façon à ce que cette zone reste telle qu'elle est. Et puis, les gens, ils veulent venir, et bien, ils viennent en bateau ou à pied, comme nos ancêtres. Mais j'avais une petite question à te poser quand même, moi. Oui. Parce que je vois que tu as 2 fleurs sur les oreilles. Ah! Alors, j'ai 2 fleurs sur les oreilles pour plusieurs raisons. Quand tu lis les anciens écrits, il y a déjà les mamans d'autrefois portaient 2 fleurs. Et quand tu leur demandais pourquoi vous mettez 2 fleurs, elles disaient parce qu'on a 2 oreilles. Mais pourquoi est-ce que la fleur, tu choisis de la mettre à droite ou à gauche? Parce qu'il y a une signification qui est venue bien après. Je ne sais plus si c'est à droite tu es libre ou si c'est à gauche je ne suis pas libre, enfin un truc comme ça. À gauche, c'est pour montrer que ton cœur il est pris parce que c'est le côté gauche. Et à droite, que tu es célibataire et voilà, hein. Tu es sur le marché. Tout est possible. Tu es sur le marché. Donc toi, Annick, c'est plutôt c'est compliqué, quoi. Non, c'est pas compliqué, c'est des 2 côtés, c'est comme tu veux. Ah oui, voilà. D'accord. Là, c'est le bungalow dans la nature. Bon, allez-y. Merci, madame. Maruru. Voilà. Waouh. Voilà. C'est génial, c'est super. J'aime bien la déco, en tout cas. T'aimes bien le orange, hein? J'aime les couleurs vives. Ah bon? Sérieusement? Positif. Vraiment étonné. Très positif. Bon, ben, tu sais, Ismaël, je te laisse t'installer et on se rejoint tout à l'heure. Ok, ça marche. Ok, on fait Qu'est-ce comme ça. qu'on fait après? Ben, on va se mettre à l'eau et on va commencer l'initiation. Va. Yes! Ok, C'est bon, ça. c'est parti. Génial. Tu vois, c'est comme si j'allais apprendre le foot avec Zidane, quoi. Ben, c'est Hinatea. Ouais, carrément. Installe-toi. Ok, merci, Annick. Va déjà tester ton beau lit. Ça marche, très bien. Voilà, cool. Je t'en donnerai des nouvelles. À tout à l'heure. Tu vas devant et je prends l'arrière. Ça marche. C'est parti. C'est léger, en fait. Ouais, moins l'arrière, hein. D'accord. C'est bon, tu peux commencer à poser l'avant dans l'eau et voilà. Alors voilà. C'est parti, un petit à-coup. C'est normal si je change de côté, hein. C'est parce que je dois diriger le bras. Oh, la sensation de glisse. Tu vas voir qu'il y a un peu de courant. Oh là, attends, on va attendre la vague là. Ok, on attend la vague. Allez, on rame un peu. Ok. Oh, oh, wouhou. Hop, hop, hop.
Heureusement qu'on n'est pas tombé. Wouhou! Et c'est trop cool, Inatea. Ah, la sensation de glisse, c'est la liberté, là. Tu as l'impression de glisser sur l'océan. Et en même temps, le spectacle tout autour est juste à couper le souffle, quoi. Et en plus, t'es pas avec un moteur, t'es vraiment avec le moyen traditionnel, le va, comme nos ancêtres quand ils ramaient avant. Comment est-ce que tu as commencé la pirogue, toi, Inatea? Ben, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, si tu veux. Je faisais d'autres sports comme le surf, le tennis et le karaté. En fait, j'étais pas ciblée sur la pirogue, mais bon, toute ma famille, c'est que des champions de pirogue. Je savais qu'à un moment, j'allais sûrement devoir toucher une rame. Et ce moment-là, il est vite arrivé. 2 mois avant les championnats du monde, j'ai essayé de m'entraîner. J'ai pas fait les qualificatifs, je suis partie directement au championnat du monde. Et à 14 ans, championne du monde! Bon, moi, je suis vraiment admiratif de ce que tu fais, Inatea. Et vraiment, quelle joie d'avoir pu découvrir ce pan si important de la culture polynésienne avec quelqu'un comme toi, quoi. Ah, mais ça me fait vraiment plaisir parce que je suis fière de pouvoir partager ma culture. Et reviens vraiment quand tu veux parce que je pense qu'on pourra approfondir un peu plus le coup. Je te vois vraiment motivé. Ah, grave. Allez, en route! Allez! Je t'emmène à Bora Bora, Inatea. C'est une question qui n'en finit pas de passionner les scientifiques. Comment, 1500 ans avant notre ère, des navigateurs venus d'Asie du Sud-Est sont-ils parvenus à découvrir ces îles perdues dans l'immensité du Pacifique? On sait aujourd'hui que ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des connaissances maritimes de ces navigateurs hors pair. Yorana, voilà, on va quitter notre quai là d'amarrage. On demande la permission de sortir de la passe de Papeete dans à peu près 5-10 minutes. Dans le port de Papeete, la pirogue Fafaité s'apprête à prendre le large. Elle a été construite sur le modèle des grandes pirogues doubles avec lesquelles les anciens navigateurs ont conquis ces îles du Pacifique. Depuis 2010, les membres de l'association Fafaité tentent de retrouver l'art oublié de la navigation traditionnelle sans instrument. La pirogue, c'est viscéral. Ça fait partie de l'identité de notre peuple. Et cette identité, c'est plus ou moins perdu avec la disparition des grandes pirogues à voile. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir la chance d'avoir une pirogue et d'avoir la possibilité de refaire les voyages, de renaviguer dans le sillon de nos ancêtres. Moeata est l'une des très rares personnes à connaître les techniques de navigation d'autrefois. Sans boussole ni GPS, elle sait trouver son chemin au grand large par la seule observation de la nature. Le sens de la houle et du vent, le vol des oiseaux ou la course du soleil. Je détermine notre cap. Et c'est un des moments les plus importants en navigation, c'est le lever ou le coucher du soleil. Parce qu'en fait, on s'attend à voir le lever du soleil ou le coucher à des endroits précis. Et s'il ne se lève pas là ou il ne se couche pas là où on pensait qu'ils allaient se coucher, on sait qu'on s'est trompé. Alors après, il faut qu'on détermine combien de temps on s'est trompé et de combien on s'est trompé. Lorsque la nuit tombe, les points de repère changent. Il est alors temps de lever les yeux au ciel et de s'en remettre au chemin tracé par les étoiles. Les étoiles, c'est nos meilleures amies. Elles sont attachantes. Ah, ben oui, c'est Jupiter, ça. Alors, il faut connaître son ciel pour savoir que si j'en vois une ici et que là, tout ça, il y a des nuages, et ben derrière tout le nuage, il y a ça, ça, ça. Et ça me permet plus ou moins de savoir où je suis. Ça nous est arrivé de voyager dans du noir complet. Et on sait que le prochain repère qu'on aura, s'il n'y a rien de rien, eh ben, ce sera le lever du soleil. En
En 10 ans, Fafaité, qui signifie réconciliation en tahitien, a voyagé aux 4 coins de l'Océanie et permis à des centaines de Polynésiens de redécouvrir l'héritage de leurs ancêtres. Ce matin, on va commencer par un parcours simple. Vous vous souvenez de la bouée jaune qui est là-bas? Ben ça, ce sera ça, la première bouée. Teiva a fait son apprentissage de la navigation traditionnelle sur la pirogue Fafaité. Déroule encore la voile. Désormais, il a monté sa propre entreprise et transmet à son tour l'enseignement qu'il a reçu aux enfants de Tahiti. Et roulez encore un peu la voile, roulez encore un tout petit peu la voile. Tant encore, voilà. Et là maintenant tu fais les nœuds, tu fais 2 demi-clés, ok? On fait de la pirogue à voile avec les enfants, donc des scolaires, une classe de CM1 qui sont là pendant 2 semaines. Donc là on est dans la 2e semaine et puis on continue à les faire progresser pour qu'ils soient autonomes en pirogue à voile. Hey Pépérou, hey, attention la star. Et celle qui fait la voile, regarde la voile, elle est dégonflée, tire la voile, tire. C'est une formation aussi à communiquer, à être en cohésion avec des camarades de classe, avec d'autres personnes, connaître l'océan, comment observer le vent, les nuages, le soleil, regarder où sont les dangers. Donc tout ça, c'est un apprentissage de la vie en fait finalement. En seulement 2 ans d'existence, la petite société de pirogue à voile de Teiva a déjà permis à plus de 1000 personnes de s'initier à la navigation polynésienne. Teiva s'est fixé pour objectif que d'ici 10 ans, chaque île de Polynésie ait retrouvé sa pirogue à voile. C'est quand même irréel de traverser entre Tahiti et Moorea sur le toit d'un bateau, Charlotte. Hein. Ouais, c'est un sacré bureau. Ouais. C'est un point d'observation qu'on a vraiment choisi parce qu'il nous permet de voir les baleines sur de longues distances et donc du coup potentiellement de pouvoir communiquer avec le capitaine aussi plus facilement. Et alors là, le but c'est quoi? Le but, il est là, c'est vraiment de détecter les baleines à bosse pendant la saison et de mettre en place des manœuvres d'évitement. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de limiter le risque de collision. Dans cette région, il y a beaucoup de baleines à bosse et de mammifères marins. La Polynésie, c'est vraiment un sanctuaire pour ces animaux. Donc, on a plus de 25 espèces différentes. Et la baleine à bosse, c'est vraiment l'espèce emblématique. C'est la seule qui vient ici de façon saisonnière et qui se rapproche autant de nos côtes. De juillet à novembre, donc on a les baleines qui viennent pour vraiment se reposer, puis pour donner naissance à leurs petits. Et par exemple, sur cette saison, vous avez évité combien de collisions? 149. C'est génial, vraiment c'est top. Bon bah moi, une fois qu'on est arrivé, j'ai rendez-vous avec un jeune garçon qui s'appelle Tayano, qui a l'air génial, qui va me faire découvrir l'île. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans le séjour. Avec plaisir, on s'en retrouve. C'est top, très bien. Il y a une baleine là-bas, Tao. Salut Tayano. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. Bienvenue à Enchanté. Moorea. Hein. Merci. C'est extraordinaire cette arrivée là. Bah, c'est vrai qu'on est pas mal sur un paradis avec de la verdure, un beau soleil. Ouais, quelque chose me fait dire que t'es surfeur toi, non? Ouais, bah je suis pas mal cramé avec le soleil, donc je fais pas mal de surf et de la pêche aussi. Donc. Puis alors toi tu m'accueilles pieds nus, nickel. Ouais, ça va, Ouais. c'est supportable. Tranquille, c'est Ouais. ça. C'est l'esprit à la cool de Bah, c'est le Moorea. mode de vie que j'ai envie de te faire découvrir et pourquoi pas passer à la maison quoi. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi je suis aussi venu te voir parce que j'ai vu que tu travaillais sur la protection des fonds marins ici. C'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir protéger les ressources marines, mais nous vraiment ce qui me passionne c'est les récifs coralliens parce qu'ils sont un habitat franchement pour plusieurs espèces marines. C'est une protection pour nos côtes, c'est des vagues et c'est exactement ce que j'adore et je vis avec donc j'ai envie de le protéger aujourd'hui. Je peux te demander quel âge t'as, Tayano? 22 ans. Bon, allez, tu m'énerves. on y va. Allez, on y va.
j'aimerais te montrer un endroit particulier. C'est un endroit où j'aime venir me ressourcer et franchement, c'est une super belle vue. Il y a un peu d'air frais, ça fait du bien parce qu'il fait très chaud. Hein. Il fait beaucoup chaud, ouais. Hey guys! Hello! Waouh, la vue! La baie d'Opunohu et la baie de Cook, donc Popo. Et en plein milieu, tu as la montagne Rotui qui est assez symbolique aussi. Et j'aime venir ici parce que tu sais, c'est un endroit assez reculé. Franchement, c'est le seul endroit où j'ai pas besoin de penser à autre chose. Ouais, tes pensées s'échappent, quoi. Exact, s'évaporent. Et la baie de Cook, là-bas, elle porte ce nom en hommage à l'explorateur anglais qui est arrivé ici, c'est ça? Exact, le capitaine James Cook qui est arrivé direct dans cette baie et qui l'a nommé Cook par la suite. De son nom, en Exact. toute humilité. Ouais. Et là-bas, au fond de la baie de Cook, on voit ton terrain de jeu, la Exact. ceinture corallienne. C'est quand même trop cool d'être là. Hein. Franchement, moi, c'est l'endroit que j'adore et j'ai pas envie d'aller ailleurs, tu vois. Toutes les montagnes, elles ont une légende et celle-là, on l'appelle Mau Aputa. Alors, c'est la légende d'un guerrier qui a lancé une lance et a traversé cette montagne qui a atterri à Raiatea. Ah oui, carrément. Donc Voilà. ça devait être un sacré costaud quand Sacré même. Hein. athlète, hein. Ça en fait du chemin. Et alors, c'est par ici que tu replantes du corail? Exact. Là, la mission d'aujourd'hui, c'est qu'on va jump in the water. Tu vois, on va aller planter des coraux. Moi, je vais t'emmener voir notre nursery. Ensuite, tu choisiras un corail, tu le nommeras et tous les deux, on le plantera avec du ciment. Je te montrerai comment faire et j'espère que tu vas aimer. J'adore tes anglicismes. C'est vraiment la jeunesse YouTube en Polynésie. Hein. Donc, si je comprends bien, vous replantez du corail pour redonner vie au récif abîmé, c'est ça? Exactement. On va aller le planter sur un récif endommagé ou totalement mort avec un ciment bio. Et comme ça, on pourra les fixer et ils pourront tenir toute la vie et redonner vie à des patates mortes. C'est génial, ça. Là, on arrive à notre nursery. Donc, on va bientôt sauter à l'eau. J'espère que tu as travaillé un peu ton apnée pendant qu'on était sur le bateau. Là. Tu vas m'expliquer parce que je crois pas que je sois aussi doué que toi. Hein. On n'a pas de bouteille d'oxygène, c'est totalement avec les poumons. Donc il faudra retenir son souffle au moins pendant 10-20 secondes, c'est possible. D'accord, on va voir. Au moins pour que tu puisses planter ton corail, comme ça c'est suffisant. Et moi je pourrais rester environ 1 minute, mais lui il reste beaucoup plus longtemps. Oui, ça va, arrête de me narguer, déjà que tu as 22 ans, c'est bon quoi. C'est bon. Donc c'est comme la pâtisserie, hein. Franchement tu fais une boule de ciment et tu l'insères à l'intérieur. Et qu'est-ce qui détruit le corail aujourd'hui? C'est quoi les menaces qui planent sur ce milieu naturel? Je dois te dire qu'il y a plusieurs menaces qui impactent aujourd'hui les récifs coralliens. Mais le plus gros, vraiment, c'est le réchauffement climatique qui, lui, va augmenter la température des océans. Et c'est généralement ça qui va stresser le corail, qui va le blanchir. En fait, il va perdre sa couleur et au fil du temps, il va se faire parasiter par des mauvaises algues. Donc si on perd cette balance, la base de cette chaîne alimentaire, qui sont les récifs coralliens, on perdrait un équilibre totalement d'ici 2050. Quoi. On dit que plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens dans le monde. Et si on venait à perdre les récifs coralliens, on perdrait tout un mode de vie dans plusieurs espaces de la Terre. On s'équipe Mastuba. Ok, très bien. Une ceinture de plomb. Et on y va. C'est parti? Allez. Allez. Oh. Reste là, moi.
Check. Allez, it's on. Merci les gars, Yes. c'était top. Les gars, Plaisir. super Vous plongée. êtes des poissons, c'est impressionnant. Merci. La Polynésie est avant tout un continent bleu aussi vaste que l'Europe occidentale, royaume d'une vie sous-marine d'une richesse sans pareille. On y recense 800 espèces de poissons et cétacés, parmi lesquels 21 espèces de requins. Sur l'île de Nukuiva, chaque matin, au retour de la pêche, le rituel est immuable. Et là, de goûter. Une nuée de requins bordés se jette sur les morceaux de poisson jetés par les pêcheurs. Chacun d'entre eux mesure plus de 2 mètres. La présence bruyante et spectaculaire de ces squales ne semble pas impressionner les habitants outre mesure. Il y a de très nombreux requins en Polynésie. Ils sont protégés sur l'ensemble du territoire et aux Marquises, il y a énormément à manger. Donc le fait que les pêcheurs viennent le matin les nourrissent, ben, ça fait un spot de nourrissage où ils restent pour se nourrir facilement. Pour le moment, ils ne sont pas agressifs, ils sont bien nourris, personne ne s'est fait mordre. Il y a même les enfants qui jouent sur le quai et tout se passe bien. En Polynésie, hommes et requins ont apparemment appris à vivre ensemble. Le requin est élevé ici au rang de messager des dieux et d'animal totem. Ce jour-là, les élèves du collège de Moorea reçoivent la visite de Frédéric Torrent, un anthropologue ayant étudié la place du requin dans la culture polynésienne ancestrale et notamment celle du requin longimane, ici appelé parata. Donc en fait, on va voir un petit peu quelle était la place du requin dans la religion ancienne d'abord. Et on va voir un mythe particulier qui est important pour les Polynésiens, c'est le mythe des Parata. Il y a eu 2 sociétés guerrières qui étaient obsédées par les requins. C'est notamment les guerriers Parata de Hana. Cette société s'est carrément identifiée aux requins Parata jusqu'à en porter les attributs, c'est-à-dire être revêtu de peau de requin pour aller se battre. Oui, alors le requin Parata, le requin océanique était très important autrefois, et notamment dans les mythes polynésiens. Pourquoi? Parce que cet animal suivait les pirogues de migration, et donc il y a eu une communion très tôt entre le Parata et le Polynésien qui connaissait bien cette espèce parce qu'ils se fréquentaient, ils se voyaient mutuellement. Le parata avait disparu des radars depuis des décennies. Et voici qu'en 2015, ce requin mythique réapparaît dans les eaux polynésiennes. Depuis 25 ans, Nicolas Buret se passionne pour les requins au point d'avoir créé l'Observatoire des requins polynésiens, dont l'objet est de collecter toutes les informations possibles sur toutes les espèces de squales présentes dans la région. Et tout droit, il y a un bateau dessus. Mais le parata est un requin pélagique, c'est-à-dire qu'il vit au large et ne s'approche jamais des récifs. Il est donc très difficile à observer. Alors en fait là, nous sommes en train de chercher un DCP. Le DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons qui sert aux pêcheurs en fait. Ben là, il y a des chances de trouver tout un écosystème pélagique. Et donc, on peut peut-être trouver le fameux requin qu'on recherche, le Carcharinus longimanus, le parata comme on l'appelle ici. Nicolas a vu juste. Un parata remonte des profondeurs à la recherche de nourriture. Nicolas procède alors à l'identification du requin en prenant son aileron en photo. Seul moyen pour le distinguer de ses congénères. Le cliché viendra rejoindre sa base de données des requins de Polynésie constituée au fil des ans. Bon, un seul. Je suis content, hein, mais très furtif.
Il est venu un peu en bas là, quand je t'ai appelé. Après il a fait un petit passage devant la caméra là sous la surface. Et j'ai pas revu. Ouais, il est parti. Nicolas sait que d'autres paratas sont revenus dans le secteur. Pour les trouver, il décide alors d'adopter une autre technique consistant à repérer un banc de globicéphales. De gros dauphins placides, souvent accompagnés, sans que l'on sache vraiment pourquoi, par les requins paratas. Une de mes hypothèses, mais c'est pas prouvé bien sûr, déjà, c'est que les globicéphales, c'est une espèce de dauphin qui n'avance pas vite. Et donc le requin, lui, peut suivre le globicéphale sans aucun problème. Le globicéphale, lui, peut écolocaliser les proies. Et donc le requin va l'utiliser pour trouver ses proies. « 3 millions de requins sont tués chaque année dans le monde. Un tiers des espèces de requins sont inscrites sur la liste des espèces menacées. Mais en Polynésie, ils sont tous protégés depuis 2012. C'est l'un des plus grands sanctuaires de requins de la planète. Je sais pas vous, mais on n'a pas plongé très longtemps, mais je crois que c'est l'apnée. Moi, je suis très fatigué là. C'est vrai que ça consomme beaucoup d'énergie, hein, mais t'inquiète pas, mes parents ont préparé un plat avec un four traditionnel. On va se régaler. Ça sent bon là. Ça a l'air délicieux tout ce qu'il y a là, Toulo. Il y a les patates douces, le poulet potiron, le poulet banane, le feuillis et les bananes habituelles que nous mangeons crues comme ça, avec du cochon. Vraiment, c'est génial. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? Dès que c'est chaud, on met les plats? Ouais. Là, tu poses tout un peu autour. partout. Voilà, tout autour. Hein. Tu vas manger tout ce qu'il y a dedans. Tu auras les papilles qui vont exploser. Ce sont des feuilles de palmier, ça? De bananier. De bananier? Moi, j'ai hâte de manger parce que avec ce qu'on a fait, l'apnée avec son fils, Toulo, ça donne faim. Hein, et là, il y a combien de temps de cuisson avant de manger alors? 3 heures. 3 heures? Ouais. Ah oui, il faut pas avoir faim tout de suite, quoi. Ouais. Je trouve ça beau de vous voir faire ça entre père et fils. Enfin, c'est... Toi, tu l'auras appris à tes fils à faire ça aussi? Ouais. C'est plutôt lui le premier. Il a commencé à l'âge de 5 ans. Pour un Tahitien, c'est important de savoir faire un four traditionnel parce que ça fait partie de notre culture, quoi. Donc, il faut savoir le faire. Pliez le coin maintenant, dessous, comme ça. Voilà. Bon, les garçons, mettez le sable. Et ben voilà. D'ici 3 heures, ce sera bon. Alors, je te présente maman. Elle s'appelle Vaya. Bonjour Vaya. Yorana Ismaël. C'est avec elle qu'on fera le moneuil ce matin avec du coco et des fleurs. J'ai très envie de découvrir comment on fait le moneuil, moi. Alors, Ismaël... Donc, on utilise un pied en fer. Ensuite, tu vas plus bas, tu piques et tu tournes. Tu vois, ça s'enlève facilement. Ensuite, on enlève la main par la suite. Et... D'accord. Franchement, c'est simple. Très bien. Vas-y. Ah ouais, faut bien piquer. Voilà. Passer, je vous entends rigoler d'ailleurs. Allez Ismaël, tu y es presque. Bien placé. Et tu sais que dans les îles, il y en a qui enlèvent la bourre de coco avec les dents. Tu me fais peur là, Téléno. Franchement, c'est pas un mensonge, il y en a qui le font. Hein. Voilà. Nickel. Bravo Ismaël. Vous êtes fier de moi, Vaya? Oh oui. Et vas-y, tu peux commencer à râper. Ok, c'est parti. Voilà. Vaya, je vous entends encore rigoler. Hein. En tout cas, c'est un bon début, Ismaël. Ah, merci. Mais Voilà. c'est pas suffisant pour faire notre moneuil. Il en faut un peu plus. Et ben voilà. Super. Bah, job done. Hein. Merci, Vaya. Je t'en prie.
Voilà. Chapeau l'artiste. Du coup, maman, il nous reste quoi à faire? La cueillette du tiare. Ok. Ben, c'est parti, On y prend va un panier et on y va. Génial. Oh. Je suis resté collé à la plante. Allez, on y va. On y va. Joli petit panier Vailla. Oui, je les ai faits. Ah, elles sont belles ces fleurs de tiare. Oui. Hein. Non, non, plus bas, plus bas. Ici? Là. Ah oui, c'est précis, hein. Très bien. Alors, Ismaël, Oui. on va mettre ça dans le oumete Le oumete. et On met les fleurs? tout simplement. Et après ça, bon ben, on fait le mélange. Allez, c'est parti. Ça me rappelle mes tantes en Algérie qui font le couscous. C'est un peu la même texture. C'est vrai, Et c'est hein, un peu le même la- geste. Et le monoeil, vous l'utilisez quand alors ici? On l'utilise après le bain. On s'en met dans les cheveux pour ramollir les cheveux. Et on l'utilise beaucoup aussi sur les bébés. On les masse avec le monoeil après le bain pour éviter qu'ils prennent froid. Ça réchauffe le corps du bébé. Maintenant, le soleil va faire son travail. Pendant au moins 2 semaines. Oh, ça veut dire que je dois rester 2 semaines ici? Ça y est, tu crois qu'il est prêt le four? Ouais, il faut juste qu'on enlève le sable et la bâche. Ok. Mais ce qui est top, c'est qu'à la fin, t'as tellement faim que... C'est que du plaisir. C'est que du plaisir, exactement. Wow, qu'est-ce que c'est chaud. Chaud, hein? Oh là là. Oh ya ya. C'est magnifique ça les garçons. Ouais. Moi je suis en nage, mais j'adore ce moment. Non mais tu vois un peu, une fois par semaine je le fais. Ah oui? Pour ma santé, c'est important. Parce que c'est pas seulement de l'aliment qu'il y a dedans. Tous ces feux qui sont mis dessus, il y a un composant à l'intérieur pour le corps. Alors, on le met comme ça sur tous les aliments et avec la vapeur à l'intérieur qui va soutirer tout ce qu'il y avait dans le feu et mettre dans le repas. D'accord. Voilà pourquoi Merci. c'est important. Voilà pourquoi c'est important pour nous. C'est génial, en tout cas c'est bon pour le moral. Tiens. Merci. Ça, ça. On prend un petit peu de chaque, c'est ça? Exact. Oh là là. Moi, je commence par le poulet banane. Ensuite, là, on va passer au poulet fafa. Goûte, n'attends pas, vas-y. Comme on a l'habitude. Mon assiette n'est pas très remplie quand même, hein. Je suis un peu déçu. Non, va doucement, va doucement. Ça va, ça va. Ouais. Papa, bien mangé. Alors, Belgique? C'est hallucinamment bon. Oh là là. Et tu sais ce qu'on dit quand on mange? Tam ameitei. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire bon appétit. Ah. Alors Tama Meitei. Non, Bon, moi je voulais quand même vraiment vous remercier déjà d'avoir fait tout ça pour moi. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un cuisine 10 heures juste pour moi, donc vraiment merci, merci. Au plaisir de te revoir. Bah, avec une cuisine comme ça, maintenant que je sais que vous mangez comme ça une fois par semaine et que je connais l'adresse, je vais pas me priver, hein, je vais revenir. Comme chaque jour, le port de Papeete est en effervescence. Le balai des cargos venant réapprovisionner Tahiti y est permanent. Sur le quai, Cyril court d'un conteneur à l'autre. 92, hein, AR92. Alors, tu as 6 colis, 6, allez, dis-moi. 3, 4, 5. Ok, Larson au repos. Car dans quelques heures, l'Aranui 5 doit appareiller pour un voyage de 15 jours. Cyril, en tant que subrécargue du navire, est chargé de veiller à ce que tout le fret à destination des îles soit bien enregistré et embarqué à bord. Là, on est en train de réceptionner le fret pour toutes les îles Marquises. On peut trouver généralement tout ce qui est nourriture, tout ce qui est particulier, réfrigéré, congelé, tout ce qui est gros matériel de travaux, des camions, voitures. Mais l'Aranui n'est pas un cargo comme les autres. Car une fois le chargement du fret effectué, c'est au tour des passagers de se présenter à l'embarquement. Bienvenue.
Karana, vous allez bien? Vous êtes prêts pour le voyage de vos rêves? En effet, la Ranui a la particularité d'être à la fois un cargo et un paquebot capable d'embarquer 230 passagers. La Ranui, le grand chemin en langue tahitienne, relie 2 fois par mois depuis 35 ans Papeete aux îles Marquises, un archipel situé à 1500 km au nord-est de Tahiti. Pendant 13 jours, les passagers découvriront 9 îles différentes. Pour beaucoup, une croisière sur la Ranui est le plus beau des voyages qu'il soit possible de faire en Polynésie. Moi, ça fait entre 25 et 30 ans que j'y pense. Quand on vit à Tahiti, on entend beaucoup parler des Marquises, mais finalement, on n'y va pas si souvent que ça. C'est quand même loin, c'est quand même cher. Et moi, je suis très très contente d'être à la croisière de Ranui. Au matin du 5e jour, Ua-Huka, l'une des 6 îles habitées des Marquises, est en vue. En prévision du débarquement du fret et des passagers, le commandant Arnaud de Messy se prépare pour une manœuvre compliquée. Ouais, Jim, t'avais appelé pour la plage arrière? J'ai appelé Charles, j'ai eu au téléphone et sinon derrière il dit qu'il se réveille a priori. Ok, ouais, donc c'est Charles à l'arrière, tu l'as eu. On va rentrer dans une petite baie qui n'est pas bien large et où on sera à l'abri. C'est le seul endroit où on peut être à l'abri pour débarquer. Ici, et donc il y a une manœuvre où on va rentrer et on fait donc 180 degrés, un demi-tour au milieu de la baie, qui n'est pas extrêmement large, donc c'est un peu ça ce qui est un peu spectaculaire. Ok, ouais, c'est bon, on garde comme ça. Tu me dis si c'est pas bon, on va croiser. Ok Charles, je vais revenir sur bâbord, je vais revenir sur bâbord et après tu bloqueras tribord en premier. Alors là on vient de faire le demi-tour dans la baie et là il faut amarrer les deux côtés arrière du navire. Donc on tiendra sur l'ancre à l'avant et sur deux haussières à l'arrière. Les marins de la Ranui peuvent entrer en Seine et décharger le fret à bord des barges. Une manœuvre risquée. Fort heureusement, aujourd'hui, la mer est calme et les rotations s'enchaînent rapidement. Mais une fois sur le quai, rien ne peut être débarqué sans l'accord d'un agent très spécial. Elle s'appelle Dora. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Depuis 2013, elle est sur l'île de Ua-Huka. Alors, le travail de Dora, c'est de chercher le rat noir. Parce qu'ici, sur Ua-Huka, on n'en a pas encore. On a des souris, des rats polynésiens, mais on n'en a pas encore le rat noir. Alors, s'il y a introduction de rat noir ici, c'est 50% du copra qui chute. Donc, elle est là pour contrôler toutes les affaires qui arrivent à bord du bateau. Le copra constitue le premier revenu des Marquisiens. La Ranui est donc le cordon ombilical qui relie les Marquises à Tahiti. Sans lui, les Marquisiens seraient non seulement privés de biens de consommation courante, mais en plus, ils ne pourraient pas vendre leur propre production. C'est le copra, c'est le coco qui est cassé et séché. On ramène ça à l'huilerie de Tahiti et ça sert principalement pour le monoï. Pour moi, on est indispensable à la survie des îles. S'il n'y avait pas ces bateaux, ça serait, je pense, grave pour les habitants, quoi. Jour après jour, la Ranui poursuit sa route d'île en île. Le quotidien des passagers est rythmé par les activités proposées à bord et la découverte de la riche culture des Marquisiens. Après Nuku'iva et Uapau, la croisière fait à présent escale à Ivaoa, la plus connue des îles Marquises, notamment pour ses nombreux sites archéologiques, mais aussi pour ses 2 plus célèbres habitants, tous 2 enterrés dans le cimetière du village. Le peintre Paul Gauguin et le chanteur belge Jacques Brel. Jacques Brel arrive en 1975 ici à Tuona et les villageois lui disent « Mais écoute, si tu veux rester ici, tu sais que là, faut peut-être faire quelque chose avec la communauté. Et qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je suis chanteur. » Ici, tout le monde chante, tout le monde sait chanter. De plus,
peut-être trouver autre chose. Et c'est comme ça qu'il viendra un petit peu plus tard avec son avion et permettra aux gens de recevoir soit des colis postaux, un petit peu de fret, mais aussi de faire des évacuations sanitaires, en tout cas faire des choses pour les Marquisiens. Tout comme le Grand Jacques, dont le nom restera pour toujours associé aux Marquises, Laranui est lui aussi un des plus fameux ambassadeurs de cet archipel que les Marquisiens appellent le Fénois Enata, la terre des hommes. Ça change de la pirogue traditionnelle, ce bateau en alu, Charlotte. Hein. C'est vrai. Là, on va partir en mer pour essayer d'observer des dauphins et des baleines. Donc la pirogue traditionnelle, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié. C'est plutôt pour le lagon. Des dauphins et des baleines, mais tu me fais rêver là. Hein. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaie d'étudier à chaque fois qu'on sort en mer. Donc l'idée, c'est d'augmenter un peu nos connaissances sur ces animaux, de faire des recensements par exemple, mais aussi vraiment de porter des projets où on limite toutes les menaces. Ça me plaît cet état d'esprit. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que très souvent dans les projets, tu retrouves autant le scientifique que le pêcheur, le plongeur. Enfin, vraiment, c'est une collaboration entre passionnés de l'océan. De mon côté, je vois rien du tout, les amis. Ce qu'il faut aussi la beauté des choses, c'est que parfois, on va en mer et puis voilà, la nature nous... la surprise est là. Donc, on n'est pas exactement, on n'est pas aux zoo, ça c'est important à noter et voilà. Bon, pourquoi on s'est arrêté là? Et bien là, on s'est arrêté parce que ça correspond à un des endroits qu'on va surveiller sous l'eau. Donc en fait, Toa Nui va tout simplement se faire tracter par une planche derrière le bateau. Ah, tout simplement. Tout simplement, voilà. Et aller inspecter en fait si des filets ou des cordages, etc. se sont accrochés sur le récif. Ok, vas-y viens, on va remonter. Super. Ah ouais, lui il remonte comme ça. Hop là, ça va? Ah ouais. Bon alors, vous avez rien trouvé? Non, pas sur ce point-là. Mais ça, c'est un filet qu'on a trouvé il y a 2 jours, par exemple. Donc, oui. tu vois, ça te montre un bon exemple de ce qu'on est amené à trouver sur le récif. Et c'est un filet, du coup, qui va partir sur Tahiti et on va lui donner une seconde vie. Donc, le plastique, là, le nylon va être refondu pour recréer des objets. Et les petits flotteurs, c'est un artisan local qui va faire de la sculpture avec. D'accord, Voilà. mais ça veut dire qu'un filet comme ça, s'il reste échoué, il continue donc à tuer beaucoup de poissons. Complètement. C'est un vrai risque pour la biodiversité. Tu vois, il y a des poissons, des requins qui se prennent dedans. Et nous, pendant la saison, ce qu'on observe très régulièrement, c'est que ces mailles-là, elles vont aller se mettre au niveau des nageoires pectorales ou bien complètement encercler tout le corps de l'animal. Donc ça va l'empêcher de grandir convenablement, de bouger comme il souhaiterait. Pour les baleines, là, tu parles. Pour les baleines, voilà. Et on a eu 2 cas cette saison, donc tu vois, c'est quand même pas des choses qui arrivent rarement. Et c'est pour ça que notre mission, c'est vraiment de les sortir de l'eau avant qu'ils posent problème, comme tu me dis. Ah ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Alors, je comprends mieux l'utilité de ce que vous faites là. Voilà. Regarde, il y a une raie et un requin là. Oui, bah alors tu vas voir, on va en avoir absolument partout autour de nous. On arrive sur un banc de sable qui est très fréquenté par les raies pastenagues et par les pointes noires.
C'est vraiment un endroit de l'île qui est très connu pour ça. Donc nous, on va légèrement s'excentrer, se mettre un petit peu de côté et découvrir ça ensemble. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Parce que je commençais à être un peu frustré de voir ni baleine, ni dauphin, tu vois. Waouh. Regarde là, hop, une raie, Pastenaxou. Regarde. C'est incroyable. Et tous les gens se baignent là? Tous les gens se baignent et voilà. C'est vraiment ici, tu vas te rendre compte finalement de la relation que l'on a avec la nature. Personne n'a peur là. Personne n'a peur. Ici, tu sais, on a plus de chances de mourir de la chute d'un coco sur la tête plutôt que d'une morsure de requin. Ah ouais, d'accord. Ouais, carrément, on se glisse tranquille. C'est dingue. C'est fou, hein? Et les requins qu'on voit là, c'est quoi comme espèce? Alors, c'est des requins pointe noire. C'est vraiment l'espèce la plus commune dans nos lagons. Mais il faut savoir que la Polynésie, à même titre que les cétacés, c'est aussi un sanctuaire pour ces animaux. Et c'est d'ailleurs le plus grand sanctuaire au monde. Ah ouais, carrément. Donc il y a vraiment énormément d'espèces. Le fait qu'on nage avec ces requins, c'est pas une menace pour eux? Alors le fait de nager avec eux, non. Ce qui est problématique par contre selon nous, c'est quand tu interviens sur le comportement naturel de ces animaux. Donc quand tu amènes de la nourriture, etc. Parce que les requins par exemple, tu vois, ils mangent que la nuit. Donc de les nourrir de jour, ça n'a absolument aucun sens. Et tu vas créer là une petite frénésie et puis potentiellement te mettre en danger et lui le mettre en danger. Toutes les espèces, tu vois, qu'on vient d'observer, les requins, etc. Ça, ce sont des espèces très menacées et qui sont victimes de leur mauvaise image. Donc je pense que des rencontres comme tu viens de vivre, ça te fait prendre conscience que vraiment, quand tu restes observateur et que tu laisses la nature faire, regarde, ça se passe plutôt bien. Ouais, là je ne sens vraiment pas dans les dents de la mer. Tu ne sens pas menacé. Exactement. C'est fabuleux. Merci Charlotte. Avec grand plaisir. Wow. Et c'est vrai qu'on s'y habitue. Tiopo, 1500 habitants. À 60 km au sud de Papeete, ce paisible village situé tout au bout de la route aurait dû rester oublié de tous, si une star n'y avait pas élu domicile. Cette star, c'est une vague née dans les tempêtes de l'Antarctique et qui, après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, vient déferler en rouleau sur ce récif du bout du monde. Jusqu'alors connue des seuls surfeurs locaux, au milieu des années 90, cette vague accède à la notoriété après la parution de quelques photos dans les magazines spécialisés, notamment celle de Tim McKenna. Pour moi, c'est la plus belle vague du monde. Tiopo, c'est vraiment une vague qui est parfaite de 1 mètre jusqu'à 10 mètres, quoi. Et comme le tube, c'est la manœuvre reine du surf, et que Tiopo délivre qu'un tube immense, c'est devenu incontournable. En fait, tous les surfeurs qui veulent faire carrière doivent passer par Tiopo. C'est la vague photogénique parfaite. Elle m'hypnotise en fait, cette vague. C'est vraiment à chaque fois que j'y vais. Et puis il y a toujours quelque chose de différent. Il y a toujours quelque chose qui se passe d'intéressant ou de tragique ou de beau, un arc-en-ciel, des dauphins. Il y a toujours quelque chose de magique qui se passe là-bas. C'est ça qui m'attire. Tiopo n'est pas toujours ce monstre d'eau effrayant. Ce matin, la vague semble apaisée et inoffensive. L'occasion pour Tim de photographier la session d'entraînement de 3 jeunes surfeuses du village. Les filles, regardez. Regardez, là. Vous voulez y aller ou pas? On y va? C'est pas gros, hein?
Quasiment nées sur une planche de surf, ces 3 jeunes filles, seulement âgées de 8, 9 et 10 ans, ont déjà plusieurs années de pratique derrière elles et Tiopo est un peu leur cours de récréation. Je surfe là depuis 4 ans. Parce que là j'ai 8 ans et j'ai commencé à 4 ans. Voilà. Longtemps. C'est pas tout le monde qui peut surfer cette vague. C'est dangereux si tu sais pas trop surfer et tu viens là pour apprendre. C'est dangereux si tu sais pas surfer quoi. Parce que ça c'est dangereux, tu peux y aller, tu peux taper le récif, tu peux te faire mal. Il y a plein de trucs. C'est des futures championnes, ouais. C'est vrai que c'est rare de voir des surfeuses aussi jeunes prendre des vagues aussi grosses, quoi. Surtout que les vagues à Tahiti sont quand même très techniques, comme elles sont très creuses. Et donc d'apprendre à surfer dans ces vagues-là, ça leur donne un avantage énorme par rapport à d'autres dans d'autres endroits du monde. Le quotidien de ces 3 championnes en herbe aurait de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel enfant. Lorsque l'entraînement est terminé, Tia et sa famille rentrent chez eux sur un catamaran amarré dans le lagon de Tiopo. Travail scolaire, surf et baignade rythment la journée des enfants comme des parents. C'est le quotidien. On se réveille tôt, vers 5h, 5h30. Moi, je fais mon yoga sur le pont. Gary et Tia, ils vont surfer. Et après, c'est travail scolaire. Et maman, elle travaille, papa, il travaille. Après, on retourne surfer ou on va pêcher. Voilà. Gary et Caroline, tous deux anciens sportifs de haut niveau, ont voulu offrir à leurs enfants une vie au plus près de la nature. C'est une vie qui demande aussi beaucoup d'efforts pour un enfant. Parce que là, il fait beau, mais hier, c'était la tempête et il pleuvait. On rentre, tout est trempé. Ils ont froid. Tu fais tes devoirs quand il fait chaud comme ça. Il fait ses devoirs à l'intérieur. Il fait 30 degrés, 40 degrés même, c'est très chaud. Donc c'est une vie qui est magnifique et en même temps qui demande aussi beaucoup d'efforts, qui n'est pas facile. Donc ça leur apprend aussi le goût de l'effort. Et demain, comme tous les autres jours, Tia et ses amis retourneront surfer la vague mythique de Tiopo. Bonjour Titawa. Bonjour. Yaorana. Yaorana. Ça y est, j'y arrive maintenant. Ouais, c'est très bien. Bon Titawa, moi je suis venu à Raiatea parce que j'ai lu en préparant mon voyage que c'est l'île sacrée de Polynésie. C'est vrai ça? Oui, c'est bien l'île sacrée. Tu t'es pas trompé de destination. Donc sacrée parce que c'est ici que le dieu Taroa a posé son premier pied. Donc de ce fait, dans notre cosmogonie, c'est l'île sacrée. Le dieu Taroa, c'est notre dieu créateur dans notre mythologie. C'est lui qui a tout créé à partir de son corps. Donc c'est un peu le père spirituel et même le père des Polynésiens oui, alors dans vos croyances. Tout à fait. Et toi alors, tu es prof ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis professeure de français au collège de Faroua. C'est un tout petit collège. Et dans ce collège, on tient beaucoup à la culture. D'ailleurs, en parlant de culture, je t'emmène avec moi. On va aller planter des arbres pour fêter Matariinia. C'est quoi ça, Matariinia? Alors, Matariinia, c'est la nouvelle année et on va fêter l'abondance. Et le temps de l'abondance en tout. Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Ah oui. Donc pour t'accueillir, on va faire ça. Planter des arbres, c'est dans la culture polynésienne, alors? Oui, on est très attachés aux arbres.
C'est ici alors le collège où tu travailles, Titawa? Oui, c'est ici, c'est le collège de Faroua. Collège où on aime sa culture et on le montre à travers différents projets. Donc tu vas le voir, sur les murs, partout, il y a des projets culturels. On va juste mettre nos masques. Donc devant nous, là tu vois de belles statuettes, une belle pirogue et une porte maori avec au centre une pieuvre qui étend ses tentacules. Donc c'est à l'image des Polynésiens qui se sont dispersés dans le Pacifique. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, à l'île de Pâques. Et donc ça s'inscrit aussi dans tout ce qu'on fait au collège de Faroua. On veut faire comprendre que nous sommes une nation, les Polynésiens, et qui se sont dispersés dans le Pacifique. D'accord, donc les gens de l'île de Pâques, les gens d'Hawaï ou les gens de Nouvelle-Zélande, les Maoris, c'est ça? Oui, oui. Ce sont des Polynésiens, ce sont vos cousins qui sont partis d'ici. Oui, oui, oui. Extraordinaire. C'est ça. Et lorsqu'on va en Nouvelle-Zélande, nous sommes leurs ancêtres. D'accord. Salut les jeunes! Bonjour! Ça va? Ouais, ça va. Pot. On le tient bien, on le place au milieu, voilà, très bien. Et on va pouvoir mettre la terre. Allez, c'est parti. Ben voilà, c'est ma petite contribution. Eh ben, très bien. Et c'est quoi alors comme arbre? C'est un bon coulier. D'accord. En tahitien, on appelle ça le tiairi. Tiairi. Voilà. C'est beau, c'est beau. Très beau. C'est un arbre qu'on trouve beaucoup ici? Oui, mais il pousse plutôt à côté des rivières. Bah, je suis content de m'enraciner avec vous ici. Et pourquoi vous plantez ce type d'arbre spécifiquement? Parce que c'est des arbres qui sont faits pour le patrimoine et parce qu'ils aussi sont plutôt rares, parce qu'ils aussi sont en mode de disparition. Donc quelque part, tu as l'impression que tu préserves un peu la culture polynésienne quand tu fais ça? Oui. C'est à la fois la culture polynésienne et en même temps la préservation de l'environnement. C'est tout à fait ça. Comme les ancêtres finalement. Oui, mais c'est lié, les deux vont ensemble. Patrimoine, culture, c'est toujours lié avec la préservation de l'environnement. C'est un peu ce que faisaient les anciens ici finalement. Oui, c'est la philosophie polynésienne. Oui, tout à fait. C'est superbe. Bien, je suis fier, enfin je suis honoré même d'avoir participé à cette cause comme ça. On gardera un beau souvenir de toi Ismaël et on chérira cet arbre. Ah bah j'espère, j'espère bien. Bon, on finit de le planter cet arbre? Allez, on va finir de le parti. planter. Qui prend ça? Allez, on y va, on l'aide. Et voilà, c'est cool. Et voilà. Bravo les jeunes. Quel bonheur de finir la journée en kayak, Titawa. Tu vois? C'est une super idée. Hein. C'est beau, non? C'est plus que beau, c'est à tomber. T'aimes bien venir faire du kayak, toi, alors? Après une journée de travail difficile, ouais. On est bien là. Et on a un beau paysage. Avec les grandes montagnes comme ça, le ciel un peu gris. Et ça te fait penser à quoi? On attend que les dinosaures sortent de la forêt. Et alors, où est-ce que tu m'emmènes, là? Là, je t'emmène sur un moutou. Attends, le tout petit îlot, là, avec les 4 cocotiers? Exactement. Ah, mais c'est génial. Et voilà. Hop là. On est seul au monde, là. Hein. Nous voici sur l'île de Titawa. Eh oui, c'est ton île à toi. Eh oui. Bon, ça fait un petit peu mal aux pieds, pour les pieds qui ne sont pas habitués. Et tu vois, on fait le tour. Ça y est, on a fait le tour de l'île, c'est fait. Tiens, on nous a préparé quelque chose. Eh oui, t'as même prévu un petit banc. Eh oui. Génial. Ah, avec vue sur le lagon, sur l'océan. C'est magnifique. Ah, c'est parfait. Et tu sens cette quiétude. Tu sais que pendant longtemps, et c'est rattaché à la culture, on nous a interdit de parler notre langue et que nos parents étaient punis lorsqu'ils parlaient leur langue. Donc notre combat aujourd'hui, c'est... Bon, ça s'est arrêté, on a le droit de parler notre langue, mais si peu dans les établissements scolaires. Donc notre combat, il est là, on veut que notre langue soit parlée, que notre culture rayonne. Tu vois, c'est notre combat d'aujourd'hui.
Et c'est pour ça que tu t'investis autant avec les enfants Et c'est un besoin que j'ai et que beaucoup de Polynésiens ont de partager leur culture. Nous sommes un peuple vivant et voilà. Bah, tu le démontres bien en tout cas, tu l'incarnes bien. Et donc je t'ai préparé un petit cadeau. Ah mais c'est gentil ça. Je ne l'ai pas fait toute seule. On l'a préparé avec des élèves. Alors ça va, tu ne connais certainement pas. Pas du tout non. C'est une étoffe faite à partir d'écorce. C'est du tapa, une écorce de mûrier à papier. Une plante qui est devenue rare. Et donc on t'offre ça avec tout notre cœur et tout le symbole qu'il peut y avoir dans ce tapa. Et l'importance de ta visite chez nous. Je te remercie beaucoup, Titawa. Je crois que je ne pouvais pas ramener un plus beau cadeau de mon voyage. Merci, vraiment, je suis très touché. C'est avec plaisir. En ce mois de novembre, la vallée de Papenno résonne d'une musique semblant surgir du passé. Ce jour-là, on célèbre en effet dans le rite polynésien le début de la saison des pluies et le retour de la période d'abondance. Au son du vivo, la flûte nasale polynésienne, les prêtres entrent sur les marae, les espaces sacrés, et convoquent le mana des ancêtres. Enara, moara, enara, toru te tapuate, hey, enara, reatune yau I te tumupo. Dans la langue tahitienne, le mot mana revient souvent dans les conversations. 4 lettres qu'il est bien difficile de traduire précisément, mais qui expriment le lien viscéral que les Polynésiens entretiennent avec le Whenua, la terre ancestrale. Je ressens beaucoup ce fameux mana quand je viens sur ces lieux-là. Et depuis qu'on a commencé hier soir, je suis connecté avec ce mana. Et une fois terminé, tu ne peux pas garder ce mana toute une journée. Non, 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 c'est faux. Pendant la période, après, tu peux relâcher, tu reviens à toi. Les prières ont été entendues, la pluie est de retour. Pour Teiva, sa connexion avec le mana de cette nature exubérante est plus forte que jamais. Teiva a grandi dans cette vallée. Aujourd'hui, il est guide touristique et met un point d'honneur à transmettre à ses clients les racines de son identité polynésienne. Joli, toi. Je suis fier, très fier de mon identité. Comme je suis habillé là, tu me rencontres en ville, au marché, dans les banques, au centre-ville de Papeete, je suis toujours habillé comme ça. Je crois que je suis le seul Tahitien qui est habillé comme ça. Cette notion de mana accompagne Teiva à chaque instant de sa vie. Là, comme vous pouvez voir, c'est le ti'i de mon grand-père. C'est là que j'ai grandi avec les aînés de ma famille. Et en passant ici, je ressens le mana de mon grand-père, dans mes oncles qui sont aussi partis. Et à chaque fois qu'on passe ici, on met des pierres en mémoire de nos aînés. Chaque arbre, chaque pierre, chaque brise de vent que tu vas sentir sur toi a son mana. Et un mana bon. Parce que de l'air, quand il fait chaud, ça te rafraîchit. Le mana de la terre va te nourrir parce que tu vas récolter. Le mana du feu va te réchauffer quand tu as froid ou va t'aider à cuire tes aliments. Le mana de l'eau va te purifier, va te soigner. Chaque élément a son mana. Partout en Polynésie, cette croyance dans l'existence d'une force qui imprégnerait toute la nature a franchi les siècles. Et aujourd'hui encore, la jeune génération y reste très attachée.
t'emmène vers un lieu spirituel où on va découvrir un point de vue extraordinaire. Mais ça vaut le coup, dis donc, c'est extraordinaire ici. Oh là là. Tu vois? Ah, c'est beau. Tu sens ce petit vent là? Oui, ça fait du bien parce que ça se mérite quand même ce point de vue, mais... Il fait du bien, mais tu vois là, c'est aussi un appel, un accueil. On est bien là. Chaque élément en fait a sa place et m'apporte quelque chose. Toute cette spiritualité, c'est un ensemble. Et alors les structures qu'on voit là? C'est ce qu'on appelle des marais. Donc c'est des structures sacrées et chacune de ces structures a une fonction. Par exemple, dans le fond, tu as ce qu'on appelle Hoviri, c'est son nom, et c'est là qu'on introduisait les rois, sur la pierre blanche qui est dressée là-bas. D'accord. Et cette structure sacrée, elle est sacrée que pour les gens de Raiatea? Non. Alors, il faut savoir que ce marais, il est sacré non seulement pour nous, mais pour les Maoris, pour les peuples du Pacifique, parce qu'il avait un caractère international. Mais pourquoi ici particulièrement? Parce que c'est d'ici que tout est parti, qu'on s'est dispersé dans le Pacifique. D'accord, donc ce lieu, c'est un peu l'origine des Polynésiens de tout le Pacifique alors? Alors, avant d'aller sur le marais, il nous faut passer dans cette eau afin qu'on se purifie, qu'on abandonne tout ce qui est mauvais et être prêt à recevoir le mana dans ce lieu sacré. Très bien. Donc on va se déchausser, Ok. on va passer dans l'eau et on va adresser une petite prière. Ah, elle est froide, hein? Non, elle n'est pas froide, elle est très chaude. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, donc on peut regarder ce paysage et se dire qu'on est insignifiant. Et comme la nature est belle et comme la nature est grande. Et alors, comment tu fais pour prier? Faut joindre ses mains, faut... Je suis déjà en train de prier. Ah pardon, excuse-moi. Mais c'est pas un souci. Je suis trop bavard, je Non. m'excuse. Donc, dès lors qu'on a les pieds dans cette eau et qu'on regarde autour de soi, on prend des ondes positives, je ne sais pas ce qui se passe, mais on est en communion. Je trouve que je me tais et, voilà. Et j'essaye de ressentir tout ça. Je trouve qu'ici, tout est porteur de sens, enfin il y a une force qui se dégage des éléments. Tu vois, même cet arbre-là, il est... C'est pas un arbre quelconque, c'est un banyan. Alors, il a plusieurs usages, mais dès la naissance, il joue un rôle puisque les femmes ont récupéré le placenta de l'enfant né et on le déposait au pied de l'arbre. Et ainsi, on s'assurait de la longévité de notre descendance, mais aussi de tous ceux qui nous ont précédés, puisqu'ils sont tous là. Donc, on a presque la généalogie entière qui est au pied de l'arbre. Qu'est-ce qu'il est apaisant quand même, cet endroit, hein. D'ailleurs, en parlant de paix, tu vois, là au fond, tu as ce qu'on appelle Ahu. C'est la partie la plus sacrée du marais. Et c'est là qu'on entrepose les restes humains, des personnes de haut rang, de chefs. Et là, on était à quelle époque alors? Oh là, on remonte jusqu'au XIVe siècle. Donc c'était des traditions qui étaient encore très vives il y a 700, 800 ans, quoi. Oui. D'accord. Ismaël, là, je t'emmène voir Jean. C'est un sage qui a toutes les connaissances. D'ailleurs, est-ce que tu as pensé à prendre ton offrande? Oui, j'ai amené un petit cadeau, mais tu sais que ça m'a mis beaucoup la pression de devoir ramener une offrande qui vienne de chez moi. J'ai mis longtemps à réfléchir, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose de bien. Il vient du cœur, j'espère. Oui, vraiment. Bon, c'est l'essentiel.
Nous sommes heureux, peuple polynésien, de vous recevoir ici, que vous soyez arrivés jusqu'ici, sur la terre sacrée de nos ancêtres. Hawaï était appelé anciennement Hawaï, d'où les îles sont sorties de l'eau. Hawaï qui est la terre des rois, des grands rois. Et Hawaï qui est la terre de l'homme. Alors, venez. Merci, monsieur. Moruru. Je vous remets celui-ci parce que vous avez un don à remettre à mes ancêtres polynésiens. Oui, c'est vrai. Alors, je vous accompagne jusqu'à l'hôtel. D'accord. Ouh, les pierres sont bien chaudes aussi. Hein. Nous allons à la rencontre des dieux polynésiens, nos dieux à nous. Ils sont heureux de vous recevoir sur cette terre sainte. Alors, dans les temps anciens, cette place servait à déposer l'image du dieu Oro. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à déposer votre offrande sur cette place sacrée. On m'a dit que je pouvais amener quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est une partie de vous que vous donnez. Ah ben, carrément. Je vais vous donner ce petit bracelet. Vous savez, moi, je voyage beaucoup. Et depuis que je voyage beaucoup et que j'ai un petit garçon qui est né, j'ai 2 enfants, j'ai ce petit bracelet autour de moi qui me rappelle que ma famille est avec moi. Ouais. Et vous savez comment s'appelle mon premier garçon ? Non. Il s'appelle Naël et on le surnomme Nana. Nana. Et donc j'ai appris que ça veut dire au revoir ici. Ici chez nous, ça fait Nana. Alors Nana, le petit bracelet. Voilà, Nana, au revoir le petit bracelet. Je le mets comme ça ? Donc je vous invite à déposer. Ok. Hop là. Te bowo e te motupuna, te pupuhi e te ata, te whanumai nā te moana o hiva, mai te whenua te amai, af ar imai, af ar imai. Maururu. Maururu. C'est très touchant, c'est très émouvant comme moment. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton île, Titaouaz. C'était vraiment fabuleux de pouvoir terminer mon voyage avec toi. On est quand même pas mal ici, hein. Bon allez, un dernier cocktail entre les montagnes magnifiques de Tahiti et l'océan Pacifique. C'est la fin de mes échappées belles en Polynésie, il est temps de partir. C'est un moment qui n'est pas si simple parce que quand on vient ici, au bout du monde, on ne sait jamais si on aura la chance de revenir un jour. J'ai évidemment été bouleversé par la beauté saisissante de la nature de ces îles et j'espère que vous aussi d'ailleurs, vous avez ressenti la force, la puissance de ces paysages. Mais je crois surtout que ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse, l'extraordinaire sens de l'accueil et puis ce côté à la fois pudique et drôle des gens qui m'ont accueilli ici. Et c'est eux en fait qui donnent une âme à ces paysages. D'ailleurs, je crois qu'il y a peu d'endroits sur Terre qui m'auront laissé une telle empreinte. Si la Polynésie vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures les amis au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!